La cybercriminalité est le fruit d'une convention entre la Direction générale de la police nationale et les agences de télécommunications de Côte d'Ivoire, ATCI, en septembre 2011. Entre autres missions à elle assignée, effectuer des enquêtes judiciaires portant sur les infractions visant ou utilisant des systèmes informatiques, apporter son assistance technique aux services de police et aux services CONES chargés de l'application de la loi lors des enquêtes judiciaires, mener des actions de sensibilisation et d'information sur la cybercriminalité auprès des populations et des autres services de l'administration publique et du secteur privé. La Direction de l'information et des traces technologiques, DITT, est chargée de la mise en œuvre de la plateforme. Elle reçoit les plaintes des usagers via le site internet et la page Facebook de la plateforme ou directement à la direction de la DITT. Les plaintes reçues, les éléments de la direction de l'informatique et des traces technologiques mènent des investigations en vue d'obtenir des preuves numériques. Une fois les faits avérés, les mises en cause sont traduites devant les autres structures de la police parce que derrière la plupart des infractions de cybercriminalité se cachent des infractions liées au code pénal. Pour le premier trimestre 2013, la DITT a enregistré 137 plaintes. Elles sont relatives à des anarques, des escroqueries, des usurpations d'identité, des chantages de dédommagement de victimes et des menaces de mort. Monsieur le ministre, la majorité des victimes souffrent en silence. Je sais que l'État n'a pas attendu de prendre la loi répressive dont je parlais tantôt, mais quelque chose est en train d'être fait. Où en êtes-vous? Beaucoup est en train d'être fait et je pense même que les résultats sont aujourd'hui visibles ou commencent à être visibles. C'est un fléau effectivement qui frappait très fortement notre pays. Notre pays était indexé partout dans le monde comme étant un paradis de cybercriminels. Nous étions même bannis de certains sites de paiement en ligne. Vous voyez, le point CI était banni. Donc aujourd'hui, nous avons commencé, pour faire un petit rappel, nous avons commencé par l'opération d'identification. L'opération d'identification qui a permis aujourd'hui de savoir quels sont les utilisateurs des services TIC en Côte d'Ivoire, qu'ils soient mobiles, qu'ils soient smartphones, qu'ils soient iPhone, on va débattre de ce point tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission. Qu'ils soient Internet, d'accord. Oui. Bon, donc évidemment, cela a permis aujourd'hui de savoir qui est derrière chacun de ces équipements et donc de remonter chaque fois qu'il y a un incident, chaque fois qu'il y a une plainte. Ça a permis de sécuriser déjà un peu. La seconde chose, ça a été le renforcement de la collaboration entre les services du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en particulier avec la DITT, dont on parlait dans le reportage tout à l'heure, et le CICERT, donc, qui est logé à l'intérieur de la TCI. En mettant en place donc, les intelligences, les forces de police et l'expertise télécom, nous avons réussi à mettre en place cette plateforme donc, de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC, qui est aujourd'hui l'entité centrale qui qui est avertie de tous les crimes du cyberespace. Et nous avons pu voir aujourd'hui que la lutte est efficace. La troisième chose qui a été très bien faite d'ailleurs par la PLCC, ça a été la bonne collaboration avec les sociétés de transfert d'argent. Parce que chacune de ces transactions, donc de cybercrime, se dénouait par le paiement d'une somme à quelqu'un. Jusqu'à maintenant, évidemment, les malfrats avaient réussi à passer entre les mailles du filet à cet endroit-là. Et la bonne collaboration a permis donc aujourd'hui de fermer pratiquement toutes les portes. Donc aujourd'hui, nous avons un grand nombre de plaintes, enregistré un grand nombre de plaintes. Nous avons des personnes qui sont détenues, qui ont même été condamnés. Mais vous l'avez très bien dit, malheureusement, tout cela n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que la majorité des victimes, malheureusement, ne se plaignent pas. Ne se plaignent pas de honte. Voilà, de s'être fait anarquer, justement. Voilà, de s'être fait anarquer, effectivement, c'est cela qui est un peu dommage. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus suffisamment efficaces, en tout cas, pour faire face aux cas dont nous sommes informés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun de ces cas a permis de remonter et de mettre fin aux actes délictueux qui étaient réalisés par certaines personnes.
Alors, vous étiez il y a une semaine devant le Parlement en commission et donc la loi sur la cybercriminalité, mais également donc, sur la protection des données à caractère personnel donc, a été adoptée en commission. Alors, c'était de savoir justement les opérateurs et les fournisseurs. Finalement, l'identification, c'est eux qui se sont occupés de donc, cette phase. Alors, toutes les données qui ont été rassemblées, tout cela, qu'est-ce qu'on en fait exactement? Est-ce que c'est les opérateurs qui les gardent ou alors c'est l'État? Et si c'est les opérateurs, pourquoi est-ce que finalement l'État ne s'en occupe pas? Parce que ça peut être un souci de sécurité aussi nationale. Non, enfin, l'État n'a absolument aucun souci de sécurité nationale, d'autant que l'État a accès à tout moment aux bases de données des opérateurs. Donc, sur simple réquisition, l'État peut effectivement accéder aux fichiers d'un opérateur. Donc, il n'y a absolument aucun souci de sécurité nationale. Mais alors, pourquoi l'État ne bâtit pas ses propres data centers? L'État a ses propres data centers, puisque nous avons, je l'ai indiqué tout à l'heure, mis en place ce projet eGov qui progressivement va permettre de gérer les entités qui sont celles de l'État. Mais évidemment, ce type de gestion, on n'a pas besoin de le faire sur un site propre de l'État. Ça ne donne pas plus d'efficacité, ça ne donne pas plus de sécurité. Mais si demain il advenait qu'on devait le faire, évidemment on le ferait. Mais aujourd'hui, il n'y a absolument aucune utilité à le faire, d'autant que ces clients sont les clients d'un opérateur et que cet opérateur, par ailleurs, a des obligations vis-à-vis de l'État, des obligations de fourniture d'informations en particulier. 22 42 12 50. Je rappelle aux téléspectateurs qu'un sujet sur la Poste fera l'objet d'une émission prochainement, parce que je sais que les téléspectateurs vont essayer de nous poser des questions sur la Poste. Non, pas aujourd'hui. Ça sera une prochaine fois. Alors, nous allons aller au studio A pour savoir si Caroline Da Silva a reçu quelques questions des téléspectateurs. Voilà, nous avons M. Doumbia qui nous appelle de Marcory. Je crois que c'est une question qui a été déjà posée. Les étudiants se plaignent du mauvais fonctionnement de la salle multimédia qui se trouve au sein de l'université d'Abidjan. Que peut dire le ministre à ce sujet? Mademoiselle Koné Larissa, responsable d'une PME, elle dit qu'au vu des dires du ministre, est-ce que le rôle du VITIB est de promouvoir les opérateurs internationaux? Et puis sa deuxième préoccupation est la suivante. Depuis 2012, combien d'emplois ont été créés par le VITIB et quelles sont les innovations réalisées? Troisième préoccupation, troisième question, combien de start-up ivoiriens ont été installés donc depuis 2012? Monsieur Kwasi Kwame nous appelle d'Abengourou. Il vient de Pricro, il dit là-bas, surtout dans les villages, ils n'ont pas du tout le réseau pour communiquer. Pourtant, tous les jeunes ont des téléphones portables, ils sont même obligés de monter parfois sur des collines pour pouvoir communiquer. Il souhaiterait que le ministre fasse des efforts afin que les jeunes puissent communiquer avec les personnes à l'extérieur. L'honorable Sangaré Yakuba, député de Koumassi, nous a appelé. Il dit que la Poste a perdu de sa valeur. Il demande s'il n'est pas possible de la réhabiliter, la redynamiser. Cela permettrait d'offrir des postes, d'offrir donc du travail aux jeunes et cela permettra aussi à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir donner une licence à la Poste afin que la Poste puisse être une maison de téléphonie mobile. Monsieur Georges nous a rappelé, Georges Abitol, il nous a rappelé, il souhaiterait avoir l'état des lieux sur les statistiques des TIC et où est-ce qu'on pourrait donc trouver ces statistiques. Je pense que nous allons nous arrêter là pour l'instant. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on ne parle pas de la Poste aujourd'hui, je l'ai précisé. Et Caroline Prière allait un peu doucement, le ministre ne peut pas prendre les questions, mais on va faire avec ce qu'on a. Emploi, VITIB, innovation. VITIB, on en a déjà parlé tout à l'heure. J'ai bien indiqué que le VITIB était aujourd'hui dans une configuration minimale. Évidemment, notre objectif, c'est de faire en sorte que le VITIB soit l'entité que les Ivoiriens attendent. C'est-à-dire la grande vitrine que tout le monde voit, qui emploie sur son site plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'entreprises, plusieurs milliers de personnes, etc. Oui, nous en rêvons, nous aussi. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous essayons de garder la tête hors de l'eau.
en attendant les soutiens qui nous ont été promis et que nous discutons. Et comme nous l'avons dit, les choses semblent aller dans le bon sens. Donc, il n'y a pas de raison de désespérer en ce qui concerne le VITIB. Les choses vont aller dans le bon sens. Il y a un qui a parlé du nombre Les étudiants se plaignent de la mauvaise qualité du réseau. J'imagine la qualité de service, au chapitre 3, on va en parler. D'accord. Bon, est-ce qu'il ne s'agit pas de l'Internet peut-être L'Internet, bon, on va en parler de façon générale sur le téléphone, parce qu'ils ont dit que certains allaient sur des collines pour téléphoner. Ils ont parlé aussi du nombre d'opérateurs au VITIB à peu près. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Le nombre d'opérateurs, il y a eu un temps où il y avait une cinquantaine d'opérateurs. Mais comme je l'ai indiqué, c'était une cinquantaine d'opérateurs, mais qui n'apportaient rien au VITIB pour la plupart. Aujourd'hui, ce nombre a été ramené à peu près une quinzaine d'opérateurs, mais qui sont, eux, des opérateurs actifs sur le VITIB. Une quinzaine, dont 5 qui sont entrés dernièrement, et 5, j'allais dire, qui sont ceux qui apportent le plus aujourd'hui aux revenus du VITIB. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance, que la confiance renaît petit à petit, puisqu'il y a des opérateurs d'envergure qui aujourd'hui viennent sur le site du VITIB. Mais encore une fois, le VITIB est dans une configuration minimale. Et notre objectif, c'est d'en faire la grande institution que les Ivoiriens attendent, et nous espérons y arriver, effectivement. Bon, nous n'avons pas bien perçu la dernière question sur l'état des lieux des statistiques. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Les statistiques, bon, il y a nos sites web, le site web du ministère, le site web de l'ATCI, qui donne un grand nombre d'informations sur le secteur des TIC. Donc cette personne, effectivement, pourrait aller sur ce site et prendre ces informations-là. Alors, monsieur la Poste, vous l'avez dit, nous en parlerons. On en parlera certainement en juin, quand le code de la Poste va passer. Avec plaisir, en ce qui nous concerne. Vous serez encore notre invité. Avec plaisir, en ce qui nous concerne. Alors, pour boucler ce chapitre, dans le cadre de la protection des enfants, y a-t-il des dispositions réglementaires pour contraindre les gérants de cybercafés à empêcher les moins de 12 ans à avoir accès à Internet? Bon, dans la loi que nous venons de faire prendre, il y a effectivement une disposition. 2 dispositions même qui protègent les enfants. Premièrement, un enfant de 10 ans ne peut pas aller seul dans un cyber. Il faut qu'il soit accompagné d'un adulte. Tout simplement parce que toutes les familles en Côte d'Ivoire n'ont pas d'ordinateur. Et chacun sait aujourd'hui que l'ordinateur est vital. Donc un enfant peut avoir besoin, pour se distraire, pour se former, pour apprendre d'autres choses, peut avoir besoin d'accéder à Internet. Donc, il peut aller dans un cybercafé, mais il est tenu d'être accompagné par un adulte jusqu'à 10 ans. Ensuite, entre 10 et 15 ans, entre 10 et la majorité, nous avons fait en sorte que chaque cyber réserve des postes bridés en quelque sorte, donc qui ne permettent pas l'accès à tout type de site. Donc, chacun des cyber doit prévoir cela pour les personnes qui ne sont pas majeures. Et puis ensuite, bon, quand elles sont majeures, évidemment, elles sont libres d'accéder au site qu'elles voudraient. Donc ces 2 mesures permettent aujourd'hui de protéger notre jeunesse. Mais encore faut-il derrière que le contrôle se fasse. Cela demande des moyens qui sont importants, que nous continuons de rechercher. Nous faisons également en parallèle le contrôle de la bonne application de l'identification des utilisateurs des cybercafés. Vous savez que c'est une mesure qui a été prise d'ailleurs pour là aussi contribuer à la lutte contre la cybercriminalité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, certains cyber, c'est ce qui nous revient, ne le font pas. Mais c'est à leur risque et péril. Je dois le dire très fortement parce que le jour où il y a un incident, c'est le gérant du cyber. C'est le gérant du cyber qui en prend toutes les conséquences. Donc il est important, c'est un texte qui est obligatoire, c'est un décret signé du chef de l'État, donc qui est applicable sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc celui qui ne le fait pas se met en risque s'il y a un pépin dans son cybercafé. C'est important de le dire de cette façon-là. Monsieur le ministre, avec l'avènement du téléphone mobile et Internet, l'on s'interroge sur l'avenir du téléphone fixe. Pourra-t-il résister à la concurrence? Des usagers se prononcent au micro de Francis Boifo.
Utilisé généralement à la maison, dans les entreprises, dans les grandes surfaces, dans les magasins et autres, le téléphone fixe était jusqu'en 1993 le seul moyen de communication moderne en Côte d'Ivoire. Avec l'avènement du téléphone mobile communément appelé portable en 1994 et la multiplication des entreprises de téléphonie mobile des années d'après, l'on s'interroge sur l'avenir du téléphone fixe. De la même manière, on n'a plus besoin de faire les lettres, n'est-ce pas, pour pouvoir écrire à un correspondant, on fait des SMS, on appelle même justement, n'est-ce pas, on n'aura plus besoin d'utiliser le téléphone fixe, puisque là, c'est pas du tout pratique, on est tout le temps dehors, on est tout le temps parti. Les réseaux actuels là, des fois ça ne marche pas bien. Le téléphone fixe, surtout pour les entreprises, c'est irremplaçable. Voilà, monsieur le ministre, quel avenir pour le téléphone fixe? Je pense qu'il faut surtout plus raisonner en termes de technologie. Aujourd'hui, le secteur des TIC de façon générale raisonne plutôt en service. Aujourd'hui, vous avez besoin de téléphoner, vous avez besoin d'aller sur Internet, vous avez besoin de consulter des sites multimédia, de regarder des films, voyez. Donc, le raisonnement aujourd'hui, c'est de dire que l'opérateur vous fournit tout cela de la meilleure façon et avec les équipements qui sont à sa disposition. Vous voyez, donc la téléphonie fixe probablement va progressivement disparaître parce que aujourd'hui vous avez exactement le même service qui est rendu avec un téléphone mobile. Bon, aujourd'hui la téléphonie fixe continue d'être importante, surtout dans les entreprises, dans les administrations. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des solutions palliatives aujourd'hui, notamment des solutions fixes, mais sans fil, oui. fixes mais non filaires, donc le CDM en l'occurrence, que nous sommes en train de déployer en Côte d'Ivoire, donc qui vont permettre là de compenser le manque de téléphonie fixe. Donc le téléphone fixe va disparaître, mais il n'y a pas lieu de couler des larmes parce que les solutions alternatives qui arrivent offrent de bien meilleurs services que ce que offrait auparavant le téléphone fixe. Alors, monsieur le ministre, vous avez Kolo Koulibaly de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le téléphone, tout de même, le téléphone fixe, bien sûr, reste important, mais il se trouve que dans la plupart donc, des villes de l'intérieur du pays, même à Abidjan, il y a des difficultés à avoir accès au téléphone fixe. Est-ce qu'il s'agit d'un sabotage ou encore c'est un manque d'investissement de l'État, puisque vous avez annoncé la mort du téléphone fixe? Il faut savoir que le téléphone fixe dans nos régions, en Afrique de façon générale et même dans la grande majorité des pays sous-développés, est pratiquement mort-né. Et tout simplement parce que, en prenant l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous étions à peine à 1% de taux de pénétration du téléphone fixe quand la téléphonie mobile est arrivée en Côte d'Ivoire. Et en téléphonie mobile, aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 80% de taux de pénétration. Vous voyez, donc, il n'y a plus d'espace, entre guillemets, pour le téléphone fixe qui va progressivement être mis, entre guillemets, dans un corner, donc servir pour les usages de l'administration, servir pour les usages des entreprises. Mais encore une fois, l'important, c'est qu'est-ce que les populations en font. Les populations ont besoin de communiquer, elles ont besoin de téléphoner, et aujourd'hui, elles ont à leur disposition d'autres moyens pour communiquer, pour téléphoner. C'est ça qui est important. Ces moyens sont offerts par la téléphonie mobile et sont offerts également par les solutions alternatives dont nous avons déjà parlé, en l'occurrence le CDMA. Monsieur le ministre, le téléphone mobile après l'ascenseur, alors que le téléphone fixe fait avec l'escalier, vous avez annoncé la mort du téléphone fixe. Est-ce que ça veut dire que l'État ne va plus investir dans le secteur? Ce n'est pas l'État. L'État est actionnaire, comme je vous l'ai indiqué, dans un opérateur qui est l'opérateur fixe, mais l'État y est actionnaire minoritaire. Cet actionnaire est en collaboration forte dans une opération qui s'appelle une opération de synergie avec un opérateur mobile. C'est la voie d'ailleurs. Aujourd'hui dans le monde entier, les opérateurs en général font converger plusieurs services. Et en l'occurrence ici, il s'agit de faire converger le fixe et le mobile. Et c'est ce que font les deux opérateurs que je ne vais pas nommer, mais que vous connaissez. Donc
L'évolution dans cette affaire, c'est que l'ouverture du capital de l'opérateur mobile se fasse dans des conditions qui permettent à l'État d'y avoir des intérêts. Et je dois dire que nous avons là aussi commencé à discuter cet aspect et nous espérons faire déboucher ce projet, cet autre dossier. Nous en avons un grand nombre malheureusement, cet autre dossier dans les prochains mois. Mais dans tous les cas, il reste encore important les téléphones fixes, surtout à l'intérieur du pays. Dans les administrations, on continuera d'utiliser le téléphone fixe. Alors qu'à l'intérieur du pays, on l'a indiqué, il n'en existe plus. Comment vous allez résoudre ce problème, même si il va disparaître? Je l'aurais dit encore une fois, ce sera avec une solution de téléphonie fixe non filaire qui s'appelle le CDMA. Donc, on ne tirera plus de fil pour aller à votre domicile. Vous aurez par contre un téléphone fixe installé chez vous avec une petite antenne donc, qui va recevoir des signaux. Et de cette façon, vous pourrez communiquer, vous pourrez recevoir des fax, par exemple, etc., etc. D'accord. Parlons donc de l'avenir de la téléphonie sur le mobile. On va aborder ce chapitre. En décembre 2012, on a fini avec l'identification des abonnés. Trop de choses ont circulé en termes de rumeurs sur les raisons de cette opération. Quelles sont les motivations réelles de cette identification, Monsieur le ministre? La première motivation, c'était une motivation de sécurité. Il fallait que les utilisateurs du cyberespace ivoirien soient en sécurité. Et c'est important pour l'État parce que les cybercriminels troublent la vie des citoyens, mais ils peuvent également troubler la quiétude d'un État ou la vie d'un État. Voyez, donc il nous fallait rapidement prendre des dispositions pour, à ce niveau, mettre de l'ordre. On peut difficilement accepter qu'il y ait 19 millions de personnes qui se promènent sur un territoire avec une cagoule. C'est difficile à accepter. Il fallait seulement que chacun retire sa cagoule, qu'il dise « je suis tant ». Et je me comporte normalement. Quand vous vous affichez que vous vous comportez normalement, a priori, rien ne vous arrive. Mais par contre, quand il y a un incident aujourd'hui, et c'est ça la différence par rapport à avant, quand il y a un incident aujourd'hui, nous savons remonter jusqu'à un an. Nous savons remonter jusqu'à un an. Maintenant, souvent, le nom n'est pas forcément le nom de l'auteur de l'acte. Mais ça aussi, nous, j'allais dire, il y a un appel à lancer. Certaines personnes ont fait des identifications par procuration, etc. Nous le savons. Mais il faut savoir que les personnes qui ont joué ce jeu se mettent elles aussi en risque. Le jour où il y a un problème, mais ce sont elles, c'est-à-dire la personne qui est connue dans les fichiers de l'opérateur qui aura une difficulté. Donc il est important que chacun s'identifie. Et à partir du moment où vous vous comportez normalement, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien qui se fait, il n'y a aucun risque, il n'y a absolument aucune écoute, aucun fichage, absolument rien qui se fait. C'est des informations qui progressivement s'effacent des bases de données des opérateurs. Mais par contre, quand il y a un problème, il faut que nous soyons capables de dire où se situe le problème et qui en est l'auteur. Mais moi, je voulais même dire qu'il ne devrait pas avoir de problème parce qu'à la limite, l'identification se faisait auparavant. Quand on va acheter une puce, on donnait notre carte d'identité et c'est à partir de là qu'on remplissait des formulaires, on vendait les puces. Il arrivait un jour où on a commencé à avoir les puces dans les rues. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un relâchement peut-être de la part de l'État. Nous n'étions pas là, donc nous pouvons difficilement répondre à cette question. L'administration est une continuité. Oui, il y a eu effectivement un relâchement à un moment donné. Sinon, par exemple, les consommateurs en téléphonie fixe sont tous identifiés. Les utilisateurs d'Internet sont tous identifiés. Donc il y a eu une faiblesse effectivement en ce qui concerne nos mobiles. Et évidemment, quand nous en sommes aperçus en arrivant, il fallait prendre des mesures pour corriger cela et c'est ce que nous avons fait. Après coup, certes, mais nous avons réussi à le faire. Monsieur le ministre, l'opération d'identification est terminée. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Le bilan, il a déjà été fait par certains de mes collaborateurs. Ce bilan, à notre sens, est très satisfaisant, puisqu'il a permis d'afficher qu'en Côte d'Ivoire, nous avions 19 600 000 abonnés à la téléphonie mobile. 19 600 000 abonnés à la téléphonie mobile, et avec un taux d'identification qui s'est chiffré de mémoire à 95%. À près de 95%, 94% et quelques. Vous voyez, donc un très bon taux.
Cela dénote du dynamisme de ce secteur en Côte d'Ivoire, qui est, je dois dire, au plan économique, l'un des plus importants dans ce pays, en termes de contribution au PIB, en termes de contribution au budget de l'État, en termes de création d'emplois, directs, indirects, etc. C'est un secteur qui est extrêmement important. Donc cela a permis de confirmer cela, de confirmer cette importance, d'une part, et cela a permis également de sécuriser la base des abonnés et aujourd'hui de donner plus de sécurité donc, au cyberespace ivoirien également. Alors, monsieur le ministre, ils sont nombreux les usagers des services de la téléphonie. Sont-ils satisfaits des services des entreprises de téléphonie mobile? Francis Boifo s'est intéressé à la question. Au téléphone fixe, dont l'utilisation se fait sur place, le téléphone mobile est le plus prisé des utilisateurs. Cependant, beaucoup dénoncent la mauvaise qualité des services. Des fois, quand j'appelle le correspondant, ils ne m'attendent pas. Mais moi, je les reçois très bien. Donc, je ne sais pas si c'est le téléphone, si c'est le côté téléphone ou bien le côté réseau. Quand on appelle, on entend par moment la voix de quelqu'un d'autre là-bas. Ça fait que le réseau même est un peu bizarre. Chaque fois, quand les clients viennent acheter les téléphones, ils se plaignent du réseau. Et à chaque fois, c'est nous qui avons des disputes avec nos différents clients. Pour eux, c'est les téléphones qu'on leur vend. Or, c'est le réseau lui-même. En plus des interférences et les mauvaises écoutes, les consommateurs se plaignent du mode de facturation. Quand tu as peut-être 1000 francs d'unité, dès que tu lances l'appel net là, ça peut durer peut-être 2 secondes et puis tu te rends compte que tu as coupé toutes tes unités. Peut-être si tu as 1000 francs, il va te rester 500 francs d'unité. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Souvent, même quand on fait bonus 100%, là, tu ne peux pas payer. Tu sais pas c'est dû à quoi. En tant qu'on fait bonus, c'est pour appeler. C'est un cadeau comme on nous a donné, c'est pour appeler. Mais quand tu es 100% et puis on ne peut pas payer, ça veut dire que c'est zéro, on ne peut rien faire ça. D'une seule entreprise à l'avènement de la téléphonie en Côte d'Ivoire, l'on est passé à 6 structures en 2013. Et voilà, Kolo. Monsieur le ministre, on a entendu donc les Ivoiriens. Selon le rapport 2012 de l'ATCI, aucun des opérateurs qui exercent donc en Côte d'Ivoire ne remplit le cahier de charges. Alors, on le sait, monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait pour que ce soit fait? On ne comprend pas pourquoi. Bon, c'est le constat que nous avons fait. Évidemment, nous n'allons pas nous mettre ici à expliquer les causes de ces dysfonctionnements. Ce que nous pouvons dire très rapidement, c'est qu'il y a des causes qui sont hors de contrôle des opérateurs, donc sur lesquelles nous, État, travaillons, parce que ça nous concerne. Donc nous y travaillons avec nos équipes et avec chacun des opérateurs. Et il y a des causes qui sont propres aux opérateurs. Donc à ce niveau-là, nous avons mis en place des cellules de travail avec chaque opérateur. Nous avons relevé toutes les difficultés qui ressortent des rapports qui ont été faits par l'autorité de régulation. Et puis, nous avons un plan d'action avec chacun de ces opérateurs pour arriver progressivement à un niveau de qualité qui soit satisfaisant. Évidemment, nous menons en parallèle ce travail, en guillemets, de pédagogie avec la menace. La menace que nous permet aujourd'hui d'ailleurs de porter le nouveau code des télécommunications, l'ordonnance de mars 2012, qui permet aujourd'hui de sanctionner les opérateurs qui ne tiennent pas leurs engagements en matière de qualité de service. Et les niveaux de sanctions, nous en avons parlé à plusieurs reprises, sont aujourd'hui devenus dissuasifs, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, ces niveaux sont réellement dissuasifs et nous travaillons. Nous avons donné une échéance qui était 6 mois et qui arrive d'ailleurs très rapidement, puisque c'était 6 mois à partir du mois de février de mémoire, donc qui arrive très rapidement. À partir de là, de nouvelles mesures seront faites. Et puis, nous tirons cette fois les conséquences de ces mesures-là, conséquences qui peuvent être des sanctions fortes sur les opérateurs qui ne seront pas à jour de leurs engagements. Comme par exemple le retrait des licences? Non, on n'ira pas au retrait des licences là, mais la loi nous permet par exemple d'aller jusqu'à 3% de pénalité sur le chiffre d'affaires, donc de 3% du chiffre d'affaires en pénalité. Voyez. Et en cas de récidive, nous permet même d'aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Je peux vous le dire, pour un opérateur, ces niveaux deviennent des niveaux dissuasifs, des niveaux qui deviennent suffisamment préoccupants pour que l'opérateur en question commence à améliorer sensiblement sa qualité de service. Et comme je vous l'ai dit en parallèle, il y a d'autres
questions qui dépendent de nous, mais nous y travaillons. Monsieur le ministre, toujours dans la qualité de service, on a vu dans l'élément les interférences, les appels interrompus, souvent on vous signale que vous n'avez pas de couverture du réseau. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il y a trop d'opérateurs en Côte d'Ivoire? Si c'est beaucoup. Je vous l'ai dit, il y a certaines raisons effectivement qui dépendent un peu de nous. Effectivement, le fait d'avoir 7 opérateurs et de saucissonner le spectre de fréquence en 7, évidemment, pose techniquement quelques soucis. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs qui nous pousse à mettre de l'ordre dans ce secteur et aller, si c'est nécessaire, jusqu'au retrait d'une ou plusieurs licences pour permettre à ceux qui vont demeurer en activité de fonctionner de la meilleure façon, de fournir le meilleur service aux populations. Pendant ce temps, Monsieur le ministre, la TCI a suspendu l'attribution des licences. Ça veut dire qu'elle pourrait encore attribuer? Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas envisagé. Et la TCI, premièrement, n'attribue pas les licences. C'est une prérogative du gouvernement. Et à ma connaissance, le gouvernement n'a pas décidé d'attribuer de nouvelles licences. Et ayant déjà 7 opérateurs en Côte d'Ivoire, il n'y a absolument aucune raison, d'ailleurs, que le gouvernement décide dans ce sens-là. Oui, vas-y, si tu as une dernière question, on va aller au téléphone. D'accord. Les populations refusent encore les installations des pylônes pour, dit-on, des problèmes de santé. C'est vrai que l'OMS a dit qu'il y avait des problèmes de santé, mais l'UIT a dit qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Est-ce qu'ici on peut rassurer les Ivoiriens, Monsieur le ministre? L'OMS, clairement, n'a jamais dit qu'il y avait des problèmes de santé. L'OMS a indiqué qu'en ce qui concerne certaines populations fragiles, en particulier les enfants, les maternités, par exemple les femmes enceintes, qu'il fallait mettre en œuvre ce qui s'appelle le principe de précaution. Donc on ne sait pas, ou on n'a pas l'assurance qu'il y a un risque, mais on prend des précautions justement parce qu'on n'a pas cette assurance-là, qu'il n'y a pas de risque non plus. Voilà. Donc l'OMS et l'UIT sont tout à fait en phase pour dire que les rayonnements qui s'appellent non ionisants, qui sont émis par les antennes de téléphonie, sont absolument sans danger pour la population. Sont absolument sans danger pour la population, nous le disons haut et fort. La seule gêne ici, c'est souvent la gêne visuelle. Donc la pollution visuelle, parce que quand vous voyez 5 pylônes les uns à côté des autres, évidemment, ce n'est pas très beau. Mais sinon, il n'y a absolument aucun effet, en tout cas jusqu'à maintenant, démontré sur l'homme. Donc c'est peut-être le lieu de rassurer là aussi la population, parce que certains problèmes de qualité de service viennent également de l'empêchement ou du refus des populations d'autoriser l'installation d'antennes dans leur proximité, vous voyez. Oui. Donc, évidemment, cela crée une difficulté puisque l'opérateur n'a pas la position idéale pour rayonner sur la zone où se trouve le consommateur. Donc, dans ces conditions, effectivement, il y a des saturations, il y a des interférences, il y a des ruptures d'appel, etc. Non, nous le disons très clairement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a absolument aucune démonstration faite ni par l'OMS, ni par l'UIT, indiquant que ces rayonnements avaient le moindre danger pour l'homme. 22 40 12 50, nous repartons au studio A avec Caroline Da Silva. Victorien, j'essaierai d'aller tout doucement. Voilà, nous avons donc M. Diomandé Dan, il est instituteur, il fait une doléance. Il souhaiterait que chaque enseignant ait un ordinateur. Il demande au ministre de permettre à ce que chaque enseignant ait un ordinateur avec bien sûr des facilités de paiement. Il trouve que cela les rendra plus efficaces et performants. Deuxième préoccupation, c'est Koné Larissa qui a encore appelé. Elle dit depuis plus d'1 heure, on entend parler de télécom et pas assez d'éthique. Alors sa question est la suivante. Quel projet ambitieux avez-vous, monsieur le ministre, pour le secteur d'éthique? On va s'arrêter là. Alors, monsieur le ministre, vous prenez la dernière question. Ok, bien noté. En ce qui concerne la question posée par M. Diomandé, je dois dire là aussi que nous avons un projet important qui s'appelle Un citoyen, un ordinateur. Là aussi, il s'agit d'une promesse qui a été faite, une promesse de campagne faite par le chef de l'État.
de faire en sorte qu'il y ait, dans la durée du mandat, au moins 500 000 familles qui aient un ordinateur, qui puissent accéder à un ordinateur. Donc ce projet, nous y travaillons. Nous avons déjà lancé un premier appel d'offres que nous avons dû rendre infructueux, tout simplement parce que les spécifications techniques données faisaient en sorte que le prix affiché, le prix que nous en ressortions était trop élevé. Donc nous avons souhaité repartir dans d'autres conditions, de façon à avoir les prix les moins chers possibles, le moins élevé possible. L'objectif est de permettre donc à 500 000 familles ou personnes d'avoir un ordinateur, d'avoir une connexion Internet et d'avoir le financement qui permet d'acquérir l'ordinateur. C'est important, c'est de cette façon que nous allons progressivement imprégner les populations et faire en sorte que les Ivoiriens, de façon, la façon la plus étendue possible, accèdent aux services TIC. Nous sommes conscients que l'ordinateur peut être une limite et donc nous nous donnons les moyens de dépasser cette limite-là. Ce projet va être lancé, nous l'espérons, là aussi dans les prochains mois. Et au-delà de ça, nous allons faire en sorte que certaines couches sociales, certains emplois aient accès de façon subventionnée à un équipement. Nous pensons que cela est rentable, que c'est dans l'intérêt de l'État de permettre par exemple à des enseignants de l'université d'accéder à des conditions qui sont inférieures à celles du marché à un équipement informatique, à l'administration territoriale, aux préfets, sous-préfets, d'accéder à un ordinateur dans des conditions accompagnées, etc. Nous pensons que c'est utile pour notre population, c'est utile pour l'État lui-même d'investir dans cela. Donc nous allons, je l'espère, arriver à convaincre toutes les personnes autour de nous pour rendre possible ce projet. En ce qui concerne la dernière question, donc celle qui est posée, quel projet TIC? Bon, quel projet TIC, comment y répondre? En essayant d'être le plus court et le plus précis possible. Notre ambition, effectivement, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire diversifie son économie. Évidemment, nous avons une bonne économie agricole, nous commençons à mettre en place progressivement une économie industrielle, mais il est important, en même temps, de commencer à bâtir une économie qui est celle du savoir. Donc une économie qui s'appuie sur le numérique. Et ça se fait en mettant en place ce qui s'appelle les éléments d'un écosystème, de l'écosystème, donc qui va permettre, qui va rendre cela possible. Cet écosystème, pour en parler vite, c'est premièrement un environnement juridique et réglementaire qui soit le plus performant possible, qui protège à la fois les utilisateurs et donne la latitude aux opérateurs de performer de la meilleure façon. Le second niveau de ce projet, c'est le niveau infrastructure. Faire en sorte que nous ayons l'infrastructure la plus robuste possible et la plus partagée possible. Ce qui est le cas donc, avec la connectivité internationale dont nous avons parlé tout à l'heure, ce qui est le cas avec le backbone national qui est en train de se mettre en place, donc qui va permettre de toucher pratiquement toutes les régions de notre pays. Le troisième niveau dans cette stratégie, c'est le niveau accessibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il faut à un moment donné que l'utilisateur ait en main ou ait accès à un outil informatique. Cela va se faire de façon individuelle avec le projet 500 000 ordinateurs dont nous avons parlé, mais cela va se faire également à travers les centres multimédia que nous allons mettre en place, les 5000 centres dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ça va être de petits centres dans les villages, 5 PC, 10 PC, 20 PC selon la taille du village, dans un lieu où les villageois pourront se rendre et converser par mail avec leurs enfants proches, envoyer des messages, consulter des sites, apprendre des techniques culturelles, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils pourront faire. Le quatrième niveau, il est important celui-là, c'est celui du contenu. Faire en sorte que notre jeunesse en particulier soit créatrice de contenu, parce que les besoins sont importants. Et il faut mettre à la disposition des populations ce qui les intéresse. Il faut mettre à leur disposition des choses qui leur plaisent, des choses qui leur font plaisir ou des choses qui sont utiles pour eux, dont ils se servent pour faire du commerce, pour
faire leur plantation, etc. Donc là, il y a du contenu à créer et dans tous les domaines d'activité, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le 5e niveau sur lequel nous travaillons également, oui, le 5e niveau, c'est celui des hommes, donc faire en sorte que nous ayons les ressources humaines susceptibles ou capables d'accompagner toute cette ambition-là. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus pour que les TIC soient introduites comme matière à l'école, que nous nous sommes battus pour faire en sorte que les ATIC ouvrent, donc qui va permettre de former l'élite du secteur, donc des techniciens de bon niveau. Nous en formerons aujourd'hui une centaine, mais un pays comme la Tunisie, aujourd'hui, ambitionne d'en former 3000 par an. Vous voyez, c'est un pays qui a moins de 15 millions d'habitants. Donc, nous sommes petit à petit en train de mettre en place l'écosystème qui va permettre au TIC de façon générale, en Côte d'Ivoire en tout cas, d'être les plus performants possible. En tout cas, merci Monsieur le ministre. On ne pouvait pas épuiser ce sujet dans tous les cas. Vous reviendrez ici certainement au courant juin pour une autre émission, cette fois sur la Poste. La Côte d'Ivoire accuse un retard dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement s'efforce de le combler avec la réalisation de plusieurs investissements, la restructuration, la mise au goût du jour des textes qui régissent le secteur. L'usage du téléphone fixe reste encore peu fréquent dans les foyers ivoiriens, comme en témoigne le faible volume du parc national. Les conditions techniques d'accès ne sont pas aisément offertes aux populations. De nombreuses villes et campagnes du pays ne disposent pas encore du téléphone. Pourtant, cet instrument est indispensable pour l'accès à Internet. Le succès du mobile indique clairement que dans une société orale comme la nôtre, le téléphone est un moyen de communication capital. La banalisation et la démocratisation des technologies de l'information et de la communication contribueront assurément à la réduction du fossé numérique et partant à assurer le développement économique. Bonsoir chez vous.